jour-là, je me suis dit, je me lève, je sors ma famille de la misère. Je ne peux pas accepter qu'on continue comme ça. On dit vendre ta famille n'a point d'oreille. Mais comment ça se fait que tu réussissais à bosser autant en ayant faim? Comme toute personne, je suis tombée amoureuse. Qu'est-ce qui se passe pour que le couple commence à battre de l'aile? Par rapport à qui je suis maintenant et par rapport à mes convictions, par rapport à ma foi, la meilleure solution que je puisse donner. Imaginons quelqu'un qui regarde cette vidéo, elle galère, elle ne voit pas le bout du tunnel. Autour d'elle, c'est la misère totale, un peu comme toi par le passé. Est-ce qu'elle doit apprendre pour avoir ce déclic? Mais du coup, si tu prends les choses comme ça, tu te diras aussi, du coup, tous ceux qui sont dans la prospérité en Jésus, c'est pas le cas. Du coup, Ada, quelques temps plus tard, tu voyages, tu te retrouves en France et tu as laissé ton premier amour à Madagascar. Comment ça se passe quand tu voyages? Il me manquait quelque chose. La première chose que j'ai fait après mon divorce, c'est de créer mon entreprise. Plume d'élite, le programme des éditions Argent Livre qui transforme votre rêve en réalité. En 28 jours, nous vous accompagnons pour écrire votre livre, puis nous assurons l'édition et la communication. Rejoignez-nous et partagez votre histoire avec le monde. Rendez-vous sur argentlivre.com. Est-ce que tu crois en l'amour éternel? Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé avec Adja? Ce qui s'est passé avec lui, c'est que on s'est mariés. Quelles étaient vraiment les motivations du mariage? Je ne saurais pas vraiment dire avec précision. Je crois que c'était un chemin tracé où c'est par rapport à l'éducation, c'est comme ça. À un moment donné, on se marie, on fait des enfants. D'abord, on finit les études, on travaille et puis on se marie, oui. Tu dis pourtant tu l'aimais, tu es retourné au pays juste pour le voir, tu es retourné dans son village où il était pour le voir, tu as tout fait pour qu'il te rejoigne en France. Oui. C'était de l'amour? C'est vrai que j'ai fait des pieds et des mains pour être avec lui, c'est vrai, je voulais vraiment. Après, ce que je n'arrive pas vraiment à expliquer, c'est qu'est-ce qui s'est passé. Tout ce que j'attendais, moi, c'est qu'il m'aime, en fait. J'ai tout donné. Et arrive ce moment où il m'avoue qu'il t'aime. Qu'il m'aime. Je ne sais pas ce qui se passe à ce moment-là. C'est comme si l'intérêt est passé. Je ne sais pas, je ne saurais pas vraiment. Donc c'est le goût de « Fuis-moi, je te suis ». D'ailleurs, c'est comme ça que tu l'intitules, ton livre, cette partie du livre. C'était... Je t'aime moi non plus. Je t'aime moi non plus. Ouais, voilà. Okay. Je t'aime, je fais tout, je vais vraiment faire... vraiment tout mon possible pour t'avoir. Et finalement, tu es là, tu réponds présent et je ne suis plus là au final. Est-ce que tu ne serais pas une peste? À ce moment-là, peut-être que si. Ok. Bref, on reviendra dessus un peu plus tard tout au long de notre échange. Une autre question pour toi. Comment on se sent lorsqu'on vient d'une famille super pauvre dans laquelle on n'a même pas de toilettes? D'abord, cette pauvreté, on la voit pas tout de suite. Oui. C'est-à-dire que, puisque tout autour, c'est la même chose, en fait, c'est ce qu'on... on pense que c'est la vie normale. Après, en étant en contact avec d'autres personnes, c'est vrai que malgré la pauvreté, mes parents ont fait en sorte que je puisse quand même être scolarisée dans un établissement privé. En contact avec d'autres personnes, c'est là qu'on se rend compte. Petit à petit, on se dit, oui, mais moi, j'ai pas ça, j'ai pas ça. Et disons que la prise de conscience de la pauvreté, elle vient petit à petit, en fait. À quel moment tu prends conscience du fait que tu es dans une famille pauvre? C'est quand je vois ce que les autres ont, que moi, je n'ai pas. J'ai pas beaucoup de vêtements, j'ai pas beaucoup de... Je suis limitée dans ce que j'ai déjà, par rapport à ce qu'on mange aussi. On peut pas toujours manger ce qu'on veut. Déjà, si on a du riz nature, c'est déjà bien. Bon, parfois, si on a un peu quelque chose pour accompagner, c'est déjà ça. Mais on mangeait pas tout le temps de la viande, par exemple. On mangeait pas... Et même aussi, en rentrant chez des gens, je vois leur maison, je vois tout ce qu'ils ont. Et c'est là que je me dis, oui, moi, j'ai pas tout ça. Ok. Si tu étais un homme, quelle est la première chose que tu aurais souhaité faire? Que, pardon? Si tu étais un homme, quelle est la première chose que tu aurais souhaité faire? Alors là, bonne question. Je ne me suis jamais posé cette question-là. En même temps, je me dis que je ne me suis jamais posé cette question, mais en même temps, je suis l'aînée d'une fratrie de 5 sœurs.
quelque part, mon rôle fait que j'étais un peu le grand frère. Ouais. Enfin, je suis. C'est toujours mon Ouais. rôle aujourd'hui. Donc, à la fois, j'y ai pas pensé, mais quelque part, c'est quand même un peu mon rôle aussi. Qu'est-ce que j'aurais fait? Alors, vis-à-vis de ma famille ou... Vis-à-vis de tes opinions, vis-à-vis de tes objectifs, vis-à-vis de tes projets, vis-à-vis de ta famille, peu importe. Je pense que le sexe n'aurait rien changé Changer. par rapport à ma personnalité. Je pense que j'aurais fait pareil quand Pareil. même. Yes. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien, qu'il t'arrivera des choses bien, tu l'auras bien compris. Nouveau décor, nouvelle sape. Oui, je suis allé faire un peu de shopping, you know. Mais surtout, c'est pas le plus important, nouvelle invitée. Et cette fois-ci, je pense que c'est la première fois qu'on reçoit sur ce plateau une invitée malgache. C'est la première fois. Donc, à tous mes amis de Madagascar, j'ai envie de vous dire Manawana. Cela étant dit, c'est pas parce qu'elle vient de Madagascar, c'est pas parce qu'elle a écrit un livre intéressant intitulé Une petite fille rêveuse qu'on va lui faire des cadeaux. Tu connais, nous on aime le sang, on va tirer à balles réelles. Donc, les émotifs primaires là, appuyez stop pour passer à autre chose. Par contre, si vous êtes prêts à ce qu'on parle des choses crues, comme on a l'habitude de le faire, on est ensemble, you know. Et sans plus attendre, on va souhaiter la bienvenue à Lova. Bonjour Lova. Bonjour. Comment tu Merci vas? beaucoup. Très bien. Très Super, bien. super, Ravie super. d'être là, vraiment. Ok, super. J'espère qu'à la fin de l'émission, tu diras aussi ça. Je suis prête. Yes, sir. Ta caméra, elle est là. Pour ceux qui te découvrent aujourd'hui, qui es-tu? Alors, je suis Lova Fanambinasoa. Attends, tu as prononcé très vite. Lova Fanambinasoa. Fanambia. Je sais qu'à Madagascar, les noms sont souvent un peu... J'ai un ami malgache qui s'appelle Ratongavelo. Au début, j'ai un peu eu du mal, mais après... Donc oui. Alors, je vais quand même le prononcer en malgache pour Ok, oui, pas ça, avoir hein. des problèmes, parce qu'il y en a qui disent « Ah, bah ça y est, elle vit en France et elle ne sait plus prononcer son nom correctement. » Alors, en malgache, ça se dit « Louv Fanambinasu ». Ok, d'accord, ok, ouais, ok, je te laisse continuer ta présentation, oui. Alors, aujourd'hui, je suis auteure et coach. Je suis aussi inspiratrice. Et j'accompagne les femmes pour réaliser leurs rêves. J'ai vraiment un truc avec ce passage à l'action. J'aime activer les gens parce que ça me rend tellement triste de voir des rêves, en fait, dormir, des rêves qui ne prennent jamais vie parce qu'on n'y croit pas assez. Et donc, moi, voilà, mon accompagnement consiste à réveiller les rêves, à aider les gens à y croire, à oser rêver plus grand encore aussi et à passer à l'action. Yes, au moins c'est clair. En tout cas, vous connaissez la suite. Bon, j'aimerais que tu nous racontes un peu à quoi ressemblait ton enfance. Ah, alors, le décor de mon enfance, si on connaît c'est quoi déjà cette série avec la famille Ingalls? J'ai oublié le titre. Je regarde pas les séries, donc je suis très mal Non, placé. mais c'est très bien, mais c'est un peu ça le décor. En fait, donc moi, j'ai vécu dans un bas quartier de la capitale de Madagascar, qui s'appelle Bissariti. Bessariti. C'est ça. Et donc, mon décor, c'était ça. C'était dans l'extrême pauvreté. Là, c'est vraiment le cas de le dire. Oui. On avait un toit. Oui. Donc, on n'était pas complètement SDF, mais Ouais. je crois que le toit, c'était à peu près tout ce qu'on avait. Comment ça? C'est-à-dire qu'on n'avait pas grand-chose. On n'avait pas forcément des meubles, des choses comme ça. On avait un toit. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y avait même pas de sanitaire. Et ce n'était pas que nous, en fait, c'était vraiment le quartier. Enfin, pas qu'il n'y avait pas du tout de toilettes dans le quartier, mais en tout cas, on n'était pas les seules familles dans le quartier à ne pas en avoir. Et donc, c'était ça, c'était la pauvreté, des gens qui ne travaillaient pas, des gens qui survivaient vraiment pour pouvoir nourrir la famille. Et puis, j'ai vécu dans ça, mais j'étais très, très, très rêveuse, par contre. Moi, je rêvais d'une autre vie. C'est comme si je n'arrivais pas vraiment à me connecter à ma réalité. Je voyais toujours autre chose. D'accord. Je propose, on va rester un peu plus sur... parce qu'il faut que les gens comprennent d'abord. Parce que s'ils ne comprennent pas ce dans quoi tu as baigné, ça va être compliqué de comprendre la suite. Lorsque tu dis que tu actives... c'était quoi déjà? Le passage à l'action. Le passage à l'action. Oui. Donc, j'ai cru comprendre, vous n'avez pas de sanitaire. Du coup, Oui. de sanitaire, c'est les toilettes. Voilà. Comment vous faisiez, du coup?
Ok, c'est ça les balles. Concrètement, on avait une... Alors, j'habitais dans une maison où, en fait, il y avait plusieurs familles dans la maison. Donc, Attends, une maison, une maison, pas un immeuble, mais une maison. une maison, Ok. avec plusieurs familles dedans. Donc, nous, on occupait 2 pièces. Au rez-de-chaussée, il y avait 4 pièces. C'était comme de la coloc. Non, pas vraiment. Chaque famille avait quand même son espace. son espace, son intimité. Mais donc, au rez-de-chaussée de cette maison, de cette grande maison, il y avait 4 pièces. Avec chaque pièce, il y a une petite pièce qui est rattachée, qui fait office de cuisine, à peu près. Mais comme nous, on était la seule famille d'ailleurs à avoir 2 pièces. Sinon, en face, il y avait 2 autres familles. Oui. Et donc, pour eux, ils avaient juste la cuisine qui est rattachée à leur pièce. Mais nous, comme on avait 2, du coup, on a transformé l'autre. Donc, on a gardé une pièce comme, ça fait 4 mètres carrés à peu près, comme cuisine. Et l'autre pièce à côté, on l'a transformée en salle de bain. Si on peut s'exprimer ainsi, c'est-à-dire, c'est une salle, là, il y a un trou pour évacuer l'eau. Et puis, après, c'est à la bassine. Dans cette pièce-là, on avait un pot. Et c'est dans le pot qu'on faisait les affaires, qu'on allait jeter dans le canal tous les soirs. Tous les soirs. Et donc, vous tous, vous alliez dans le pot. C'est ça. Le combat, c'était le premier à y aller. Ah oui, parce que là, c'est encore tout propre, tout beau le matin. Il faut y aller à ce moment-là parce qu'après, il faut y faire avec l'odeur, avec tous les inconvénients. Mais du coup, quand tu vis donc ça veut dire que même pour aller faire tes besoins, tu penses à ça? J'ai toujours vécu. C'était même pas une question que je te posais. Et du coup, pour moi, une fois de plus, c'était normal. Normal. Jusqu'à ce qu'on aille chez une copine et que non, là, ils ont des toilettes même dans la maison, etc. Là, on se dit, ah oui. La vie peut être différente. C'est ça. D'accord, ok. Et il y a aussi l'épisode, j'aimerais bien que tu me racontes l'épisode de tes amis qui doivent venir à la maison. J'aimerais bien que tu nous racontes ça. J'étais en classe de première, je crois. Donc, j'étais au lycée public. Ça s'appelle le lycée Jules Ferry. Et donc, on est une bande de copines. À chaque fois, on va au lycée ensemble le matin. Et vu qu'on rentre aussi entre midi et 2, on rentre quand même chez nous. On a une 30 minutes de marche, mais on le fait quand même pour pouvoir manger et retourner au lycée. Et donc, ma maison est la maison la plus proche. Enfin, c'est la première maison sur le chemin du retour. Donc, c'était entre midi et 2. On allait rentrer. Je pense qu'on était 4 copines à ce moment-là. Et elles étaient pressées d'aller aux toilettes. Et on s'est dit, on passe par chez Lova d'abord. Donc, on va aller chez Lova. Moi, bien évidemment, j'ai jamais dit à mes copines qu'on n'avait pas de toilette. Enfin, comment même expliquer qu'on n'a pas de toilette? Enfin, comment c'est possible? Alors, ces copines-là n'habitent pas dans mon quartier. Elles habitent un petit peu plus loin. Et donc, sur le chemin, elles étaient là en train de discuter, mais qui va y aller en premier? Parce que, ah oui, non, mais moi, je suis très, très, très pressée. Et elles étaient à discuter de qui va y aller en premier. Moi, je ne sais même pas comment leur expliquer, comment je vais faire, comment je vais dire. Et quand plus on approche, forcément, moi, je sais pas comment réagir, quoi faire, en fait. Et je me voyais juste pas lancer... en fait, il n'y a pas de toilette chez moi. J'étais quand même une jeune fille à ce moment-là. J'avais quoi? J'avais 13-14 ans. Oui. J'avais honte, quoi, un petit peu quand même, d'avouer ça. Et au final, on est arrivé à la maison. Je ne savais toujours pas quoi faire. Je suis rentrée dans la maison. J'ai dit, attendez là un petit peu. Et puis, je suis ressortie. Et puis, j'ai dit, en fait, désolée, c'est occupé. Parce qu'en fait, la douche et les toilettes, c'est au même endroit. Et là, c'est occupé. Je suis vraiment désolée. Et du coup, elles sont parties? Elles sont reparties, mais... Ouais, ok. Et justement, de cet épisode-là, tu te dis quoi quand ça arrive comme ça? En fait, là, c'était la première fois que ça m'est arrivé. Avant, je rigolais toujours de cette situation. Parce que comme à Madagascar, comme aussi dans beaucoup de pays en Afrique, je pense, il y a toujours d'autres personnes qui vivent avec nous dans la maison. Parfois, il y a mes cousins. On n'est jamais vraiment que tous les 7. En fait, il y a toujours d'autres personnes. Et c'est vrai que quand mes cousins ramènent leurs copines à la maison,
moi, j'étais là et j'attendais juste le moment où Elle va demander les souvent, avant toilettes. de partir, Ouais. elles vont demander où sont les toilettes. Et moi, j'attendais ça parce que ça me faisait trop rigoler Ouais. de voir comment la personne va réagir. Et moi, je ne me suis jamais projetée dans ça. Et si on me demandait à moi, parce que ça n'est jamais arrivé, je m'arrange toujours. Alors, ça arrive quand même qu'il y a des copines qui viennent à la maison. Mais je ne sais pas, mais je m'arrange pour qu'on me demande, enfin, qu'on ne pose pas cette question-là. Là, c'est parce que je ne m'attendais vraiment pas. Généralement, on passe aux toilettes avant de quitter le lycée. Mais je ne sais pas ce jour-là, qu'est-ce qui s'est passé. Il y avait peut-être trop de monde. Enfin, en tout cas, c'est vraiment la première fois où ça m'est arrivé. Et justement, je ne savais pas. Je ne savais pas comment réagir. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que je n'ai jamais avoué. Bah, du coup, ces copines-là vont voir dans le livre, si jamais un jour, elles vont lire le livre. Mais Elles vont j'ai comprendre. Comme jamais quoi, réussi à avouer, même plus tard, je veux dire. comme on dit chez nous, chacun a son tour chez le coiffeur. Et donc, après cet épisode-là, il y a aussi, je ne sais pas si c'était après ou avant, il y avait l'épisode de ta mère qui déchire tes pantalons. Non, elle les a pas déchirés. Mm. Elle les a pas déchirés. Alors, ma mère, alors moi, j'ai reçu une éducation chrétienne, c'est-à-dire comme on m'a amené à l'église tous les dimanches, on Oui. faisait faire des choses, j'ai suivi. De toute façon, on n'avait pas le choix. C'était l'éducation à la maison. Mais à un moment donné, ma mère, elle était vraiment à fond dans ce qu'elle faisait. Elle écoutait beaucoup de sermons à gauche et à droite. Et là, c'était un sermon à la radio. C'était un mercredi soir. Oui. Elle a entendu dire que les femmes ne devaient pas porter de pantalon. Oui. Donc, puisqu'elle a entendu ça, elle en était convaincue. Et tout de suite, du jour au lendemain, le lendemain matin, il n'y avait plus de pantalon. Oui. Déjà que je n'avais pas beaucoup de vêtements. Mhm. À ce moment-là, j'avais... je ne sais plus trop quel âge j'avais, mais en tout cas, je commençais à être un peu coquette quand même. Enfin voilà, c'est la préadolescence. Mhm. Et voilà, plus de pantalons. Je me retrouve avec que des jupes que j'aime pas du tout. Et puis, j'en avais vraiment pas beaucoup. J'en avais 2 ou 3. C'est-à-dire que le temps de laver pour tourner, j'avais toujours à peu près les mêmes vêtements. Mais au-delà de ça, c'est aussi le fait qu'on me privait de quelque chose. C'est même pas ma conviction. C'est même pas ma conviction. Et puis, au lycée, on remarquait en fait que je sais pas si on remarquait vraiment, j'avais une amie qui avait vendu la mèche, qui avait dit à tout le monde, et donc du coup voilà, tout le monde était là, ah oui, tu portes pas de pantalon. Et ça, je pense, ça aurait été bien si je l'assumais moi, si c'était ma propre conviction. Oui. Mais ce n'était pas le cas. Oui. Donc c'était double peine. Oui, en effet. Et c'est à ce moment-là que tu dis, selon moi, la Bible a été écrite pour mettre un peu d'ordre dans la vie et la religion a été inventée pour que ceux qui n'ont rien puissent s'accrocher à quelque chose et ne soient pas complètement désespérés. C'est fort quand même. C'est que je me suis dit, mais pourquoi c'est que ça marche bien avec la pauvreté en tout cas. C'est-à-dire que ça donne de l'espoir. J'ai toujours vu la religion comme ça. Il faut bien que ces gens-là s'accrochent à quelque chose. Moi, je me suis dit, moi, j'en ai pas besoin. Moi, j'avais mes rêves. D'accord. Moi, j'avais mes rêves. Mais les gens qui n'ont rien, eux, ils ont quoi? Oui, pour moi, c'est la Bible a été... Après, sans pousser la réflexion non plus à chercher à savoir vraiment... Mais qui a vraiment écrit la Bible, en fait, à ce moment-là? Ça ne m'intéressait même pas. Mais effectivement, je pensais que ça a été inventé, sûrement. Il faut bien de l'ordre, parce que sinon, tout le monde ferait n'importe quoi. Il faut bien dire, il faut faire ci, il faut faire ça, pour que la cohabitation sur Terre se passe quand même à peu près bien. Oui, d'accord. Et effectivement, j'avais cette Donc ça, c'est vision-là. venu justement après que le pasteur ait dit quelque chose que ta mère a entendu et on a levé les pantalons. Je dirais pas... Non, j'ai toujours pensé ça de la religion. Ah. Maintenant, ce qui s'est passé avec l'histoire du pantalon, c'est que là, j'ai été complètement fâchée. Jusque-là, je suivais quand même. J'essayais de jouer la bonne élève, on va dire. On me demande... Mais à partir de ce moment-là, j'ai dit, mais ça ne peut pas être ça. C'est pas possible. C'est pas possible. Ça ne peut pas être ça. Donc, j'étais beaucoup plus révoltée. Oui, ok. Et tu dis aussi, ce que j'ai compris aussi, c'est que c'est vraiment pour planter le décor, c'est que dans le quartier aussi, il y avait beaucoup de prostitution. Oui. Et tu penses qu'il y a une relation entre la prostitution et la pauvreté? Est-ce que ce n'est pas un peu la pauvreté qui les pousse à faire ce métier? Parce que justement, quand on n'a pas de diplôme, on n'a aucune chance pour
trouver du travail. C'est malheureusement un peu ce qu'on pense le seul travail qui est accessible et où on a quand même des bouches à nourrir. Il y a la réalité de la vie qui nous rattrape. Et il y avait effectivement beaucoup de prostitution et c'est vraiment tous les soirs, ça y est, les prostituées qui sortent. Ça faisait partie de la vie. Ça fait partie de ton quotidien, quoi. Oui, Et exactement. toi, en tant qu'enfant, tu trouves la prostitution normale ou pour toi, c'est quelque chose d'absurde? C'était un métier. Pour toi, c'était un Il y en métier a comme qui un autre. vendaient des cacahuètes, il y en a qui vendaient du manioc, il y en a qui font la lessive des autres et il y en a qui se prostituaient. Et pourquoi tu n'avais pas choisi cette voie-là? Déjà parce que mes parents m'ont toujours répété qu'il n'y a que les études. Ça, c'est vraiment quelque chose. Faire les études n'empêche pas de se prostituer non plus. Hein. Ça peut être un excellent endroit pour le faire. Non, malgré tout, alors ça faisait partie de mon quotidien. Malgré tout, je savais que ce n'était pas forcément un bon métier. Pourquoi? Parce que pour moi, ça ne devait pas. Enfin, sûrement par rapport à l'éducation, peut-être, même si effectivement ça fait partie du quotidien, ça fait partie du décor, hein, complètement. Il commence à faire un peu tard, c'est le soir, les prostituées sortent, on les voit, ils sont là. Mais non, moi, on m'a toujours dit de faire les études, que mes parents ont toujours souhaité que je puisse avoir un bon métier. D'accord. Un bon métier. Ok. Et je sais qu'au-delà de tout cet environnement-là, tu expliques aussi que quand il pleuvait, il y avait l'eau qui remontait et tout. Oui, parce qu'en fait, il faut savoir que ce quartier-là, c'est une espèce de cuvette. Ouais. C'est-à-dire que ça se trouve vraiment... C'est plus bas que le niveau de... Voilà, c'est ça. Donc, il y a d'autres quartiers plus haut et après, on repart de là. Et donc, ça se trouve vraiment dans cette cuvette-là, ce qui fait que... donc, il y a le canal qui traverse le quartier. Et donc, le canal déborde dès qu'il y a un peu de pluie parce qu'il y a la pluie déjà qui s'accumule là et puis les pluies des autres quartiers qui retombent dans cette espèce de cuvette. Et oui, pendant la période de pluie, souvent quand on rentre de l'école, quand on rentre à la fin de la journée, oui, je traverse tout le quartier jusqu'à arriver chez moi dans l'eau. Ça peut arriver jusque... Si on a un peu de chance, ça va jusqu'aux genoux, ça va. Mais sinon, ça peut arriver jusqu'à la poitrine. Oui. D'accord. Et dans une ambiance comme celle-là, tu rêves. Tu rêves de quoi? Moi, je rêve d'une autre vie, carrément. Je me dis, ma réalité ne peut pas se limiter à ça. S'il y a d'autres personnes qui vivent autre chose, ça commence avec la lecture, vraiment. Et là aussi, on a de la chance, c'est que mon père, il a réussi à trouver des romans que je pouvais lire. Et donc, dans la lecture, déjà au début, je me dis, mais en fait, c'est comme si on me racontait vraiment une histoire. Au début, je me dis, mais c'est pas possible, il y a vraiment des gens qui vivent comme ça. C'est-à-dire que c'est impensable. Je parlais le français, donc je comprends ce qu'on dit, mais je ne peux pas vraiment dire que je comprends ce que je lis. Parce que c'est vraiment une autre réalité. Et petit à petit, comme ça, c'est dans la lecture, en fait, je m'évadais. Je m'évadais un petit peu dans la lecture. Ça me montre qu'il y a une autre réalité. Ça me dépassait un peu au début. Et petit à petit, je rentrais dedans et je me dis, ça, c'est possible. C'est que moi aussi, je pourrais vivre autrement. C'est quoi la réalité que tu découvres en lisant? Tout simplement, alors je lisais des romans français. Ouais. Donc, on décrit un petit peu ce qui se passe en France, notamment, je crois que le tout premier, c'était Le Petit Chose d'Alphonse Daudet. D'accord. Et je crois qu'il a vécu à Montpellier. Enfin, je n'ai plus de mémoire comme ça. Mais en tout cas, quand on me décrit un petit peu, voilà, quand il parle d'un bâtiment, c'est irréaliste pour moi. C'est loin de toi, loin de ta réalité, quoi. Voilà, moi, j'ai toujours vécu, je suis née sur l'île, j'ai vécu que dans cette île-là. Et puis, je connais à ce moment-là, même peut-être que la capitale. Madagascar est très grand et bien évidemment, il y a beaucoup de choses à voir aussi. Mais ma réalité se limite un petit peu à ce que je vois là. Et ce que je vois, c'est ça, c'est la pauvreté, le fait de devoir chercher aujourd'hui ce qu'on a mangé il y a une semaine. C'est même pas chercher aujourd'hui ce qu'on va manger demain. C'est ce qu'on a mangé il y a une semaine. Il y a énormément de dettes. Et puis, les gens, ils savent tellement plus quoi faire qu'ils vont aller boire, ils vont se saouler pour oublier ce qui se passe. Et donc, c'est ça, le décor, c'est ça. C'est des gens qui titubent d'ivresse, des gens qui cherchent à manger, qui mendient.
des prostituées, des gens qui se déchirent vraiment parce que on ne sait plus quoi faire, on ne sait plus, on est dépassé par l'événement. Et là, moi, je suis dans cette situation-là et moi, je lis et je découvre complètement autre chose, mais je ne sais pas comment expliquer, c'est peut-être comme dans Matrix, ou je ne sais pas où. Ça paraît tellement, est-ce que ça peut vraiment exister? Mais j'y ai cru. Ça te paraît tellement absurde. Mais j'y ai cru. Charles, les gens, ils n'ont pas appelé. Ok, ça va. Ok, d'accord. Et il va se passer un événement, tremblement de terre. Oui. Est-ce que tu peux nous raconter? Parce que c'est là qu'il va avoir un déclic. C'est exactement là, oui. Alors, il y a un cyclone qui s'appelle... c'est un cyclone qui s'appelle Géralda. Ça se passe en 94. Donc, j'avais à peine 10 ans. Je venais tout juste d'avoir 10 ans. C'était le mois de mon anniversaire en plus. Et ce qui se passe, c'est quoi? Alors, on a l'habitude des cyclones tous les ans. Il y en a toujours. Alors, avec plus ou moins de dégâts. Celui-là, il était particulièrement ravageur quand même. On s'en souvient encore, même aujourd'hui. Donc, ce qui se passe, c'est que les routes ont été coupées. Il y avait très peu de produits qui remontaient jusqu'à la capitale. Là, il n'y avait plus de pauvres ou de riches. Là, tout le monde avait... la même chose, c'est qu'il y avait tellement... C'était très difficile de trouver du riz, déjà. Et même le riz, c'était vraiment rationné par famille. C'était vraiment très surveillé, en fait. Donc, c'était un jour où ça faisait quelques jours qu'on n'avait pas quelque chose de consistant à manger. Vous avez fait quelques jours quasiment sans rien manger, quoi. Voilà, rien de consistant en tout cas. On peut toujours boire, on peut toujours combler avec d'autres choses. Mais... Et puis, un soir, comme ça, mon père est rentré du travail. Il rentre et puis il dit... il ramène un bout de manioc. Je ne sais même pas où est-ce qu'il a trouvé ce bout de manioc. À ce moment-là, donc j'ai dit qu'on était 5 sœurs, mais on était 4 encore. La 5e n'était pas encore là. La dernière, elle n'est pas encore née. Et la 4e, elle venait de naître. Elle est née au mois de décembre et là, on est au mois de janvier. Donc, elle avait 1 mois. Ma mère était encore en train d'allaiter. Et puis, donc, mon père rentre avec le bout de manioc. Forcément, tout le monde voulait manger, tout le monde avait faim. On était donc 7 autour de la table. Il y a mon père, ma mère, nous 4. Et puis, j'ai une cousine qui habitait chez nous, que je considérais un peu comme ma grande sœur, tellement elle restait tout le temps chez nous, en fait. Chez moi, il y a je ne sais pas si c'est vraiment une tradition, c'est par rapport à notre tribu. En tout cas, il y a vraiment un respect particulier pour le père de famille. Donc, le père de famille, quand on mange, il y a toujours le meilleur plat, quoi. Respect, il y a le meilleur plat. S'il n'y a pas assez à manger, on va lui donner à lui. Et puis, nous, et donc, naturellement, normalement, dans ces cas-là, ce serait à mon père. Bon. Après, à côté de ça, il y a quand même ma mère qui allaite aussi. Elle allaite et tout le monde n'a pas à manger. Alors, ma mère, elle est comme toutes les femmes, je pense, les mères de famille africaines, elle est très sacrificielle. Forcément, elle va toujours se mettre en arrêt. Il faut que tout le monde mange. S'il n'y a pas assez à manger, c'est elle qui est la première à ne pas manger. Mais là, elle allaitait quand même et puis c'était quand même un peu délicat, on va dire. Et c'est à ce moment-là que ma dernière petite sœur consciente, donc pas celle qui venait de naître, mais la 3e, elle devait avoir 3 ou 4 ans. Et là, elle se met à genoux et elle commence à mendier le manioc à mon père. Elle pleurait vraiment et elle disait « S'il te plaît, j'ai vraiment faim, je veux manger le manioc. » Parce qu'on ne savait pas trop qui devait avoir ce manioc. Et moi, du haut de mes 10 ans, à ce moment-là, il se passe vraiment quelque chose, c'est que... Mais au plus profond de moi-même, je me dis « Non, ce n'est pas possible. Je ne peux pas continuer comme ça. Plus jamais. » Le comment, je ne savais pas. Mais je refusais de continuer à vivre, de peut-être un jour fonder ma famille et continuer à vivre dans la pauvreté. J'ai dit non. Mais ce non-là, ce n'était pas un non au bout de la langue. C'est vraiment tout mon être. Ça partait de vraiment plus profond où je dis, je ne sais pas comment, mais je sors ma famille de la misère. Et c'est en ça où je te dis, qu'est-ce que j'aurais fait si j'étais un homme? Je pense que quelque part, j'ai pris ce rôle d'homme, déjà, un petit peu. Ok, c'est fort ça. Et selon toi, qu'est-ce qui explique que certaines familles naissent dans la pauvreté, meurent dans la pauvreté?
Parce qu'on accepte quelque part, on se résigne. On se dit, ça y est, c'est ma réalité. Mhm. Il y a ce que vivent les autres, mais ça, c'est pas pour moi. Et tu dirais quoi à une personne qui s'est résignée à se battre pour sortir de la misère? Que tout est possible. C'est trop facile comme phrase. Peut-être c'est facile comme phrase. Alors, tout est possible en agissant, bien évidemment. Mais au-delà du fait d'agir, je pense que c'est vraiment dans la tête que ça se passe déjà. Et c'est là où le tout est possible n'est pas... C'est pas un slogan. C'est quand on commence à y croire, vraiment. Et comment toi, tu commences à croire que c'est possible pour toi de sortir ta famille de la misère? Je sais que cette scène a joué un rôle dans ma vie. C'est-à-dire que j'étais déjà cette fille rêveuse. Je vivais beaucoup dans mes romans. Et d'ailleurs, on me disait, ah, mais elle, celle-là, encore avec ses rêves. Je fatiguais tout le monde avec mes rêves. Parce que moi, je disais en plus, un jour, je vais faire ci, je vais faire ça. Je vais avoir une grande maison. Je vais avoir un salon. Donc, j'étais vraiment beaucoup dans mes rêves. Je pense que cette scène, ce qu'elle m'a apporté, c'est justement le passage à l'action. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, je vais faire quelque chose. Je ne savais pas encore quoi. C'est pas comme si j'avais un plan parfait que voilà, il suffit de suivre ça. C'est là où ce serait facile de se dire il suffit de suivre ça, ça se saurait. Mais quand même, il s'est passé quelque chose, c'est que ce jour-là, je me suis dit, je me lève, je sors ma famille de la misère. Je ne peux pas accepter qu'on continue comme ça. Donc en fait, mes rêves, tout ce que j'avais avant, ça rejoignait ça aussi. Mais il y a quand même eu ce déclic-là, ce passage à l'action maintenant où, OK. Mais quand on est dans cet état d'esprit, les opportunités arrivent après. Et on voit mieux aussi les opportunités. On les détecte mieux parce qu'on est déjà dans cette volonté, dans cette envie de faire quelque chose, de réussir. Donc même si on ne sait pas exactement comment, quand l'opportunité arrive, là, on la saisit. D'accord. Et à partir de ce moment-là, qu'est-ce que tu mènes comme action? Déjà de refuser d'admettre que je suis pauvre, en tout cas que je refuse d'admettre que ça fasse partie de mon identité. Oui. Ah oui. C'est pas l'identité de pauvreté. Oui, c'est-à-dire je suis pauvre. Non, je refuse de dire je suis pauvre. En ce moment peut-être, je n'ai pas d'argent, mais je ne suis pas pauvre. Ça ne fait pas partie de mon identité. Je refuse. Tu penses qu'il y a des gens qui ont accepté l'identité de pauvreté? Je pense. Il y a certaines... Ça peut... En tout cas, c'est une des explications. Pourquoi est-ce qu'on reste pauvre? Parce que quelque part, on a accepté ça et on ne prévoit même pas d'autres possibilités, d'autres issues, malheureusement, que la pauvreté. Et donc, quand tu refuses là, maintenant, concrètement, ça, c'est dans le mindset, je vais dire ça comme ça. Oui, voilà. Et maintenant, concrètement, tu mènes quoi comme action? Qu'est-ce que tu fais à partir de ce moment-là pour que cette identité de pauvreté que tu as dont tu te débarrasses dans la tête puisse aussi... pour te débarrasser aussi dans la vie de tous les jours. Comment tu fais? Tu fais quoi à partir de ce moment-là? Je visualise beaucoup l'avenir. Je me visualise en train de faire tout... C'est-à-dire que je passe... Enfin, le déclic et le passage à l'action, c'est vraiment ce qui sépare le simple fait de rêver et de commencer à se projeter. Je me projette dans cet avenir-là. Je ne sais toujours pas le comment, mais je me projette en tout cas. Là où ça a joué pour moi, en fait, c'est quand, comme mes parents m'ont fait sauter des classes et tout ça, il fallait que je sois la meilleure, il fallait être... Parce qu'eux, ils savaient vraiment qu'ils se sont toujours dit, il n'y a que les études. Depuis petite, on m'a rabâché ça. Il n'y a que les études. On n'a rien à te laisser, effectivement. Ils n'ont rien à me laisser. On n'a pas de... Alors, pour la petite histoire, lova, en fait. Donc, louve en malgache, ça veut dire héritage. Comme par hasard. Héritage. Et justement, ils ont dit, nous, on n'a pas d'héritage à te laisser. C'est vraiment, fonce sur les études. Nous, on croit que tu peux y arriver. Mais après, on m'a frappé, on a fait tout le nécessaire pour que je sois la meilleure, toujours la meilleure. Il fallait pas juste avoir la moyenne, il fallait être la première de la classe. Il fallait, s'il y avait une dictée à faire, il fallait avoir un 0 faute, il fallait vraiment être la meilleure. Donc à force de travailler, sauter des classes, pendant les vacances, moi, je révisais l'année d'après. Et quand on voyait que j'avais le niveau, finalement, je faisais même pas l'année, on me faisait sauter carrément une classe. Et à force des choses, j'ai obtenu mon baccalauréat à l'âge de 14 ans. L'âge de 14 ans. On va y revenir. Comment on dit ventre affamé n'a point d'oreille? Mais comment ça se fait que tu réussissais à bosser autant en ayant faim?
Parce que je pense que justement, quand tu n'as pas le choix, quand on te dit vraiment, il n'y a que ça, il y a ce moyen-là. C'est-à-dire que tu n'as pas d'autre choix. Oui. Et quand tu n'as pas d'autre choix, tu donnes tout. Tu donnes tout parce qu'il n'y a pas de... C'est pas comme si, ah oui, mais moi, si je ne réussis pas là, moi, j'ai encore ça, ça. Je n'avais que ça. Pour moi, je n'avais que ça à ce moment-là. Est-ce que tu penses que les études, c'est la meilleure alternative pour une personne de sortir de la pauvreté, de la misère? Là, avec le recul et toute l'expérience, ma réponse aujourd'hui va pas être la même que comment je l'ai vécu à ce moment-là. À ce moment-là, en tout cas, oui, c'est ce que je croyais, que c'était vraiment le seul moyen. Et aujourd'hui, est-ce que tu penses? Aujourd'hui, pas forcément, parce que... alors, aujourd'hui, en plus, on a beaucoup de ressources. On voit bien que c'est pas les diplômes qui font les choses. On peut très bien avoir plein de diplômes, ne pas trouver de travail, par exemple. Il y a tellement de demandeurs d'emploi, mais super diplômés. Enfin, je veux dire, ça ne fait pas tout non plus. Bien évidemment, j'encouragerai toujours les gens à étudier, parce que la connaissance, c'est bien, ça nous forme, ça ne peut que apporter quelque chose de bien. Maintenant, est-ce que ça, c'est suffisant? Pas forcément. Dans mon parcours, ça l'a été, c'est ce qui m'a aidé. Ça a été vraiment le chemin qui m'a propulsée. Mais je vois aussi d'autres personnes ou dans la famille font tout un sacrifice pour réussir les études, et pour autant, ça ne donne pas grand-chose. Donc, c'est pas forcément un moyen garanti, on va dire. C'est ça, comme ça. C'est pas forcément un moyen garanti. C'est là où le fait de... Alors moi, je me suis beaucoup, plus tard dans mon parcours, je me suis beaucoup intéressée par rapport au développement personnel et tout ça. Moi, je me dis, mais pourquoi est-ce dès petit, on n'intègre pas ça dans l'éducation même, en fait? Parce que là, du coup, je pense, le but, c'est vraiment de former des leaders. Et c'est peut-être le mindset, c'est peut-être tout ça, mais quand on est leader, après, oui, ça aide aussi d'avoir la connaissance, d'avoir des diplômes, d'être formé, bien évidemment, mais cette attitude-là, ça, on ne l'invente pas, en fait. C'est pour ça que je dis, plusieurs diplômes même on peut avoir. Si on n'a pas ça, c'est vraiment ce fait d'être leader, de vouloir aussi attirer les gens vers ça, de créer... un travail. Là, par exemple, donc, je fais un aparté, mais je suis dans une association, je suis bénévole dans une association, et nous, on aide les enfants défavorisés, d'abord parce que je viens de ce milieu-là. Moi, on m'a tendu sur mon chemin, plusieurs personnes m'ont tendu la main, et que moi aussi, du coup, aujourd'hui, j'essaie de voir qu'est-ce que je peux faire pour ces enfants qui pensent justement, ces enfants qui pensent que ils sont pauvres et que leur réalité, c'est ça. Et dans cette association-là, nous, ce qu'on fait, c'est que oui, il y a la scolarisation, très important, bien évidemment. Mais nous, ce qu'on essaie de faire, c'est vraiment donner une éducation. Et pour que ce soit complet, justement, dès leur enfance aussi, on intègre ça, le développement personnel. On intègre ça pour que l'enfant puisse vraiment bien se développer, pas juste qu'on nourrisse de plein de connaissances. Et ça, par contre, oui, ça, je serais plus là-dessus. Qu'est-ce qu'une personne issue d'une famille pauvre, qui aujourd'hui, imaginons quelqu'un qui regarde cette vidéo, elle galère, elle ne voit pas le bout du tunnel. Autour d'elle, c'est la misère totale, un peu comme toi par le passé. Qu'est-ce qu'elle doit apprendre pour avoir ce déclic? De se poser peut-être les bonnes questions. C'est quoi les bonnes questions? La question à se poser, c'est que déjà, est-ce que tu acceptes? Il y a vraiment cette histoire d'accepter ou pas. Parce que pour moi, ça a été vraiment ça. Est-ce que tu acceptes de continuer à vivre ainsi? Est-ce que tu acceptes, je pense, ce qui peut aider. Alors, moi, je suis chrétienne. Je suis chrétienne. Tu ne l'as pas toujours été? Je ne l'ai pas toujours été. Je suis devenue chrétienne il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, forcément, après la Tunisie, la meilleure réponse que je puisse donner à ça, c'est, en fait, il n'y a qu'un seul chemin. Et c'est Jésus-Christ. Attends, pause. Parce que là, ça va trop vite pour moi. Sauf jusqu'à preuve du contraire, ce n'est pas Jésus-Christ qui t'a permis de sortir de la misère. Enfin, je dis jusqu'à preuve du contraire de ce que j'ai lu.
C'est venu après quand tu étais rassasié. C'est ce que je croyais, mais je crois qu'il a toujours été là au final. Donc ça veut dire que si une personne n'a pas Jésus dans sa vie, elle ne peut pas sortir de la misère. Alors, c'est bien pour ça que je te dis, la meilleure réponse que je pourrais te donner par rapport à qui je suis maintenant et par rapport à mes convictions, par rapport à ma foi aujourd'hui, la meilleure solution que je puisse donner, c'est la solution à tout, c'est Jésus-Christ. Ça, c'est la meilleure solution que je peux donner. Maintenant, je sais que tout le monde n'a pas Jésus-Christ. Non, va pas trop vite, Laura, parce que là, tu as dit quelque chose de lourd, là. Vous me voyez venir ou pas? Moi, j'ai une question. Oui. Est-ce que ça dit que... Tout à l'heure, tu disais en amont que... ce que j'ai compris, c'est que ce que tu te disais, c'est que la religion, c'était quelque chose qu'on mettait à disposition des pauvres pour qu'ils aient quelque chose sur lequel s'accrocher. Qu'est-ce que c'est? Et là, tu dis... Là, ce que j'ai compris, ce que j'ai compris là tout de suite, c'est une personne qui galère aujourd'hui, la meilleure solution, c'est Jésus. Oui. C'est ça? Oui. OK. Est-ce à dire que tous ceux qui galèrent aujourd'hui n'ont pas encore accepté Jésus? Ah non, j'ai pas dit ça non plus. Non, il pose la question, est-ce à dire que... Il pose la question. Ah non, après, il y a des personnes qui ont Jésus dans leur vie, et c'est très juste. C'est que c'est une bonne question, pourquoi on continue à galérer encore? Ouais, voilà. Alors, il y a avoir Jésus et avoir Jésus. Et c'est là, justement, mais c'est tout le point. Parce que pourquoi est-ce que je passe de « je ne crois pas du tout à ça », quelque chose d'inventé, puisque sur mon chemin, j'ai vécu une rencontre. Oui, mais tu fais bon, vas-y, raconte-nous. Parce que quand même, la rencontre, tu l'as fait quand tu es déjà quand même financièrement aisé. Oui. Voilà. Oui. Bon, j'ai envie de poser la question, Jésus, il était où avant? Il a toujours été là. Mais je voulais pas le voir. Je refusais de Et tes de parents, le voir. alors? Tes parents qui étaient dans la misère, Jésus était où pour eux? Il était là aussi. Et eux, donc, ils ne refusaient aussi de le voir? Il est là tout le temps. Alors, ma mère, elle a toujours été croyante. Par contre, en fait, Dieu utilise tellement les personnes autour de nous. Donc, pour moi, dans mon parcours, en tout cas, je sais que même si moi, je refusais cette vérité, parce que je voulais en sortir par moi-même. Il y avait aussi cette fierté de faire les choses par moi-même. J'ai sorti ma famille de la misère. C'était un peu l'objectif que je m'étais fixé. Et c'était le cas. Mais c'est parce que je ne peux pas juste... tu sais, aujourd'hui, j'accompagne des femmes. Ces femmes-là n'ont pas forcément Jésus dans leur vie. Je ne vais pas tout de suite dire comme ça, un peu comme ça t'a choqué là, tu peux dire... Ah non, moi ça ne me choque pas. Moi je pose des questions que les gens se posent. En fait, j'aimerais quand même, parce que bon, je pense que les auditeurs sont plus ou moins habitués. Moi, des fois, on a l'impression que je prends un parti lorsque je pose des questions. Sauf que non, moi je suis l'avocat du diable. Je pose des questions pour que les gens... Il y a des gens qui écoutent l'émission, ils se posent des questions. Et moi, je suis la voix des sans-voix pour que tu puisses apporter des éléments de réponse. C'est pour ça que j'ai bien dit la meilleure solution que je peux proposer. Parce que pour moi, il y a que ça. Mais ça, c'est ce que je dis maintenant, aujourd'hui, là, à date. Maintenant, moi-même, j'accompagne des personnes qui ne connaissent pas forcément Jésus. Et donc, maintenant, je vais répondre mon autre meilleure solution dans ce cas-là. Mais ça reste toujours, pour moi, la solution. Sinon, pour revenir à ce que tu disais, c'était comme j'ai dit, d'écouter, en fait, de voir maintenant les opportunités qui se présentent à toi. À partir du moment où tu as fixé cet objectif d'abord, tu n'acceptes pas de rester dans ça. C'est-à-dire que tu n'acceptes pas cette situation-là et tu commences à te visualiser dans l'autre situation. Tu te projettes dans ce que tu veux vraiment vivre, en fait. C'est quoi ça? Et du coup, c'est à partir de ce moment-là où tu vas poser les actions dans ce sens. Donc, et qu'est-ce qui a donc manqué à tes parents pour pas qu'ils puissent visualiser, sachant qu'ils croyaient beaucoup en Jésus, ils n'ont pas visualisé, ils n'ont pas accepté. Qu'est-ce qui leur a manqué selon toi? Je dirais pas qu'il manquait quelque chose et je dirais même que quelque part dans leur rôle en tant que parents, ils l'ont fait le job. Ils ont fait le job. Non.
eux, ils ont vécu dans la misère. Pas exactement. Ma mère n'a pas toujours vécu dans ça. C'est juste que ses parents se sont séparés. C'est après la séparation de ses parents où elle pouvait pas, pouvait plus continuer de vivre chez elle. C'est en fait mon père, par contre, si oui, on peut dire. Voilà, prenons le cas de ton père. Mon père, oui. Voilà. Lui, il a toujours vécu dans la misère. Donc, qu'est-ce qui lui a manqué du coup? Jésus aussi. Ok, Alors, d'accord. quand je dis il est chrétien, alors pareil aussi de tradition un petit peu. Hein. C'est-à-dire Il y ça avait fait par partie- habitude, c'était pas un parce peu qu'il avait des par habitude. convictions. Mais mon père a vraiment reçu Jésus-Christ dans sa vie quand il avait 70 ans. C'est D'accord. en 2022. Est-ce à dire alors que tous les pauvres sont pauvres, tous ceux qui misaient sont dans la misère parce qu'ils n'ont pas reçu Jésus? Je formulerai plutôt autrement Oui, le chemin oui. pour sortir De la misère? de la misère par rapport à mes propres convictions, Oui. c'est Jésus-Christ. Donc ça veut dire, bon, je traduis aussi, hein, tu me dis si c'est ça. Ça veut dire que si aujourd'hui quelqu'un misère, c'est qu'il n'a pas encore rejoint Jésus. Si c'est le chemin. Mais c'est pas, enfin, mais du coup, si tu prends les choses comme ça, tu te diras aussi, du coup, tous ceux qui sont dans la prospérité en Jésus, bah, c'est pas le cas. Tu peux être dans la prospérité sans avoir Jésus. Ok, donc ce que toi Ta tu vie. parles pour Jésus, ça n'engage que toi. Bon, c'est ce que tu proposes aux gens. C'est-à-dire que Moi, s'ils c'est veulent ma sortir... conviction. Ah, c'est ta conviction. C'est ma Ok, ok. conviction. Mhm. Aujourd'hui, Mhm. c'est que c'est Jésus le chemin. D'accord, ok. Mais je me demande, est-ce que ce n'est pas dangereux de penser ça, surtout lorsqu'on vient d'Afrique? Et en quoi ce serait dangereux? Est-ce que ça n'enferme pas les gens dans le culte du miracle? En ce sens où beaucoup de gens se disent qu'il y a un sauveur qui va venir les aider, les rendre riches, qui va venir résoudre leurs problèmes. Ce que je veux dire, c'est de ne plus passer à l'action après, de ne plus... et pourtant, d'attendre que Jésus entre dans leur vie avant de... Il s'est dit que bon, si aujourd'hui j'ai misé encore, c'est peut-être que Jésus n'est pas encore entré dans ma vie. Et en fait, on parle de l'Afrique. Pourquoi? Parce que, enfin, en tout cas... C'est ce qu'on connaît, c'est ce qu'on a en commun, entre autres. Je ne vais pas parler de l'Asie. Ce que je veux dire, c'est qu'on parle plus de pauvreté, en fait. Pourquoi? Parce que, oui, les personnes qui sont déjà dans la prospérité, on ne se pose pas la question parce qu'il n'y a pas cette recherche de vouloir s'en sortir. Donc, c'est pour ça que... Bon, peut-être pas au niveau des besoins primaires, mais quand même. Oui. Mais donc là, je remets juste un peu le contexte. Pourquoi est-ce qu'on parle de pauvreté? Mais en fait, c'est vraiment ça qu'il a fait Jésus. C'est vraiment venir sauver le monde. Et quand je dis quelqu'un qui accepte vraiment Jésus, qui a fait cette rencontre, je ne parle pas forcément d'aller à l'église. C'est pour ça que j'étais fâchée avec ça avant, d'ailleurs. Je n'adhérais pas du tout à ça parce qu'on me présentait quelque chose comme il faut que tu fasses ça, 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 ça. Et à côté de ça, tu as droit à ça. Je me dis, mais j'y arriverai jamais. Qui va réussir à faire tout ça? Ça, c'est ce qu'on essayait de me vendre. Et j'ai découvert qu'en fait, ce n'était pas du tout ça. C'est vraiment une relation. C'est comme si on a eu cette relation-là avec Dieu. Quelque chose est venu casser cette relation à partir du moment où le péché est entré dans le monde. Et le sacrifice de Jésus, il est venu rétablir les choses. Ok. Le sacrifice de Jésus est venu rétablir les choses. Et c'est comme on ne s'en rend pas toujours compte qu'on est esclave de quelque chose, sauf quand on en sort, en fait. Et du coup, comme chaque sacrifice, il y a toujours une histoire de sang, lui, il a versé son sang pour pouvoir racheter. Ces personnes-là. Donc, on sort de l'esclavage. Et pour moi, la pauvreté en fait partie. Ça fait partie des choses qui nous ont séparés de Dieu. Et lui, il a versé son sang pour nous racheter. Il s'est fait lui-même pauvre pour que nous puissions être
dans la richesse. Donc oui, si on peut parler de miracle, oui, c'est surtout voilà, un vrai sacrifice, ça n'a pas de prix. Et ça n'a tellement pas de prix que justement les gens ignorent, les gens passent à côté. Ben, comme moi, pendant toutes ces années, je ne voulais pas croire à ça. Justement, c'est trop facile. Et du coup, je ne ferai plus rien. C'est trop facile. D'accord. OK. Moi, je vais fermer la parenthèse parce qu'il y a tellement à dire par rapport à ça. Tellement à dire. Au-delà de ça, du coup, tu as le bac à 14 ans. Oui. Comment tu fais pour avoir le bac? Oui, tu expliquais que tu as sauté beaucoup de classes. Et après le bac 14 ans, c'était quoi la suite? Alors, je passais le bac, j'étais encore en classe de première. Mm. J'étais encore en classe de première, scientifique, mais je passais le bac littéraire, déjà pour voir un petit peu comment ça se passe. Bon, je l'ai eu. Et puis, j'ai quand même fait la classe de terminale. Donc, je passais le bac scientifique. Donc, j'étais bi-bac à l'âge de 15 ans. À l'âge de 15 ans. Et c'est là que tu as une bourse pour la France, c'est ça? Voilà, c'est là que du coup, il y a eu un premier article qui est sorti dans un journal. Et c'est là où je parle de saisir les opportunités. C'était quoi l'opportunité? L'opportunité, c'est qu'il y avait juste, à la base, il y avait juste un article qui est sorti dans un journal. Oui. Et du coup, avec l'aide de la famille, on a commencé à contacter les autres journaux aussi. Vous dire, vous avez vu l'article, il y a eu ça. Ok, donc vous n'avez pas laissé, ok, le truc s'est pas fait tout seul, quoi. Et du coup, voilà, on commençait à intéresser, du coup, et puis c'est sorti dans plusieurs journaux, il y a eu des interviews et tout ça. Et puis là, le gouvernement commençait à s'intéresser à ces cas. J'étais pas seule, à ce moment-là, on était deux. Oui. On était deux plus jeunes bachelières du pays, cette année-là en tout cas. Oui. Et puis voilà, c'est comme ça qu'on s'est retrouvés invités les présidentielles. Les médias commençaient à s'intéresser à nous, en tout cas vous, justement. Et c'est quoi ces petites filles de Bessaret qui obtiennent leur bac à cet âge-là? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? S'intéresser vraiment à l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment les parents ont fait, justement, pour avoir ce résultat-là? Et ça a démarré comme ça. Oui, sachant que la moyenne d'âge pour avoir le bac, c'est 17 à 18 ans. Voilà, et encore, à cette époque-là, c'était encore plus élevé, même si je peux dire ça comme ça. Bon. Entre-temps, il y avait eu une histoire d'amour. C'était qui? Comment il s'appelait le premier, là? Il s'appelait Touki. Touki, ok. Est-ce que tu peux nous raconter comment cette histoire a démarré? Parce que les femmes nous mettent au travail. Comme toute adolescente, malgré la pauvreté, malgré qu'il fallait beaucoup bosser. L'amour n'a pas l'os. Comme toute personne, je suis tombée amoureuse. Je suis tombée amoureuse de ce jeune homme. Et là, je découvrais autre chose, en fait. Je me suis dit, c'est possible, ça? C'est possible déjà qu'on puisse s'intéresser à moi. Autant j'étais dans le... je travaille beaucoup. Et d'ailleurs, je sais que parmi mes relations, il y a des personnes qui s'intéressent à moi parce qu'il y a quelque chose à obtenir, en fait, de moi. Enfin, plus pour le côté, je peux peut-être aussi aider, tout ça. Mais je veux dire, j'avais pas... Enfin, je me considérais pas vraiment comme quelqu'un d'intéressant. Moi, j'avais rien à dire. J'étais très, très, très introvertie. Très timide, très réservée. Enfin, déjà qu'un garçon s'intéresse à moi, je me dis, ah bon? Ça, c'est ah bon? Et puis, à force de passer du temps, je suis tombée amoureuse de ce jeune homme. Et puis, c'était cool, en fait. Tu fais bien. Je te dis pourquoi j'aborde ce sujet. Du coup, quelques temps plus tard, tu voyages, tu te retrouves en France et tu as laissé ton premier amour à Madagascar. Comment ça se passe quand tu voyages? En fait, on s'était mis d'accord pour qu'il vienne aussi. Alors, lui, il n'a pas eu le bac l'année où moi, je l'ai eu. Donc, il devait refaire sa classe de terminale. Et dans l'idée, c'était qu'il allait venir aussi me rejoindre en France. Voilà, j'avais 15 ans, j'avais plein de rêves. Et je me suis vue avec lui. Voilà, on allait continuer. Alors, faire la vie, je ne sais pas encore vraiment exactement à cet âge-là. Je ne me projetais pas forcément dans un mariage. Oui, encore, 15 ans. J'avais d'autres problèmes à côté, mais je ne me projetais pas forcément dans ça. Mais en tout cas, oui, continuer avec lui, pour moi, c'était lui, on a vécu de chouettes moments quand même, vraiment très bien. Et il n'est jamais venu.
en France. Et du coup, quand tu es retournée, je t'ai rendu compte qu'il y a beaucoup de choses qui avaient changé. Alors, quand je suis alors on a continué à toujours Échanger. échanger, converser. À ce moment-là, je suis venue en France en 99, donc c'était beaucoup les courriers encore. Les lettres. Les lettres. Par la poste. Ça mettait 15 jours 15 jours. pour arriver. Ouais. Je rentrais chez moi 2 ans après. Parce qu'il y avait une famille qui m'a accueillie, donc ça m'a permis d'économiser. Et donc, j'ai pu me permettre un voyage à Madagascar. Et je voulais lui faire une surprise. Je ne l'ai pas prévenu que j'allais venir. Donc, entre-temps, on continuait toujours à discuter. Et puis, sauf qu'entre-temps, il a déménagé. Donc, c'est plus l'endroit où je connaissais. J'avais l'adresse, mais bon, trouver une adresse à partir d'une adresse à Madagascar, c'est hyper compliqué. Donc, je suis allée quand même. J'ai dit à personne que j'allais venir, même pas à mes parents d'ailleurs. Et quand j'étais sur place, je suis allée le voir. Et j'ai fini par trouver sa maison avec beaucoup d'aide et tout. Mais il se trouve qu'il était avec une fille. Ah, voilà. Ok. Oh, il t'a pas attendu, quoi. Bon, donc, j'arrive, c'est vrai que j'étais dans la surprise et tout ça. Enfin, je voulais faire une surprise et tout ça, donc j'ai rien dit. Et j'arrive et il est content et à la fois, il ne savait pas trop. Et puis, Il savait pas la jeune trop. fille, il ne savait pas trop. Mais sachant qu'entre-temps, vous parliez quand même d'échanger des courriers. Oui. Mais il te disait quoi dans les courriers? Oh non, c'est toujours déclaration d'amour et tout ça. Non, on continue à vivre à distance un petit peu ce qui a été commencé là-bas. Et donc, j'arrive là et il était mal à l'aise, il ne savait pas quoi faire. Et puis, la jeune femme aussi, personne ne savait où se mettre. Et puis, mais après, je comprends aussi, parce que c'est vraiment pas évident. À distance, petit à petit, voilà, il y a de la distance qui se crée aussi. Les choses. Mais c'était juste marrant, les retrouvailles après. C'était un peu marrant. Mais puis, en discutant, là déjà, 2 ans après, je me suis bien rendu compte que on n'évoluait pas dans le même environnement, dans la même manière de penser. Là, déjà, j'ai constaté que quelque part, ça n'allait pas le faire. Ça n'allait pas le faire, mais voilà, ça reste le premier amour, ça reste quelque chose... Tu as eu le goumin ou pas? Pardon? Le goumin, c'est ce que c'est? Non. C'est une expression ivoirienne qu'on peut dire que je t'ai senti trahi. Oh non. Pas spécialement. Non, pas plus que ça. Je comprenais. Enfin, je veux dire qu'on était quand même dans une configuration où on sait pas du tout. On ne sait pas du tout qu'est-ce que ça va devenir. On s'accrochait tellement à un souvenir, à quelque chose que... Oui, on continuait à s'écrire, mais ça allait devenir quoi? C'est surtout encore s'il allait venir, mais pratiquement il ne venait pas... Non, je ne l'ai pas forcément vécu comme ça. Ce n'était pas confortable comme situation. Mais non, je comprenais parfaitement. Ça reste un jeune homme. Il était en pleine jeunesse en plus. Non. Et c'est pendant cette période-là que tu rencontres Aja? Ah non, pas du tout. Ça, c'est beaucoup plus tard. Beaucoup plus tard que tu rencontres Aja. Et donc, Aja, tu le fais venir, tu langages les procédures. Oui, non, raconte déjà l'histoire, Aja. Comment ça se passe? Alors, lui, je l'ai rencontré. Alors, d'abord, donc après tout, qu'il y a eu... je suis revenue en France. On a plus ou moins été là, mais après, j'ai fait ma vie aussi. J'étais aussi jeune. À ce ok, d'accord. Je faisais tu as un peu tourné. Je faisais ma vie aussi. Et après, c'est quand je suis rentrée à Madagascar, j'ai fait le choix de faire ma licence, le stage de ma licence à Madagascar. C'est là que j'ai rencontré Ads, puisqu'on travaillait sur un même projet. On était binômes, nos amis binômes sur un même projet. Lui, il faisait son stage de fin d'études dans son école d'ingénieur en informatique. Moi, j'étais en licence. Alors moi, c'était à la fois pour faire le stage, mais aussi profiter d'un long moment pour voir ma famille. Ouais, du soleil surtout. C'était un peu des vacances aussi pour moi. Lui, il était très, très, très sérieux parce que lui, c'est quand même son diplôme d'ingénieur qui était en jeu. On nous a mis en binôme et puis c'est comme ça que je l'ai rencontré. D'accord. Et donc là, tu le rencontres, tu fais tout. Il te rejoint en France. Il te rejoint en France. Vous vous mariez. Oui. Pas tout de suite. Pas tout de suite, mais vous vous mariez. Oui. Vous avez 2 enfants. Vous
c'est un peu compliqué, mais vous réussissez à faire 2 enfants. Entre-temps, tu es malade. Ouais, problème. Bref, c'est dans le livre. Hein. Elle explique assez bien là-dedans. C'est assez intéressant. Voilà, Lova. On vous met dans le premier commentaire de la vidéo. Et puis vient un moment où, ben, puisque tu es déjà rassasié, les besoins primaires sont déjà de côté, tu commences à te poser les questions sur toi. Ouais. Bon, qu'est-ce qui se passe pour que le couple commence à battre de l'aile? Quand est-ce que ça a vraiment commencé? Je ne saurais le dire. Ce que je sais, c'est que j'ai vraiment tout fait, effectivement. J'ai tout fait pour qu'ils viennent en France. J'ai tout fait pour qu'ils nous laissent une chance, en fin de compte. Parce que je croyais vraiment... C'est la première fois où je rencontre quelqu'un où je me dis, si je me marie un jour, je serai avec lui. Mais tu sais que ton histoire, ça fait peur quand même. Hein. Parce que tu te dis, tu peux être avec quelqu'un. Elle estime que le comportement, c'est parfait. Mais ça ne va plus. La personne dit, moi, je veux autre chose. Mais parce que ce qui s'est passé au moment où, quand il m'avoue enfin qu'il m'aime, et que moi, je ne comprends pas tout de suite ce qui se passe, c'est à ce moment-là où je pense... C'est là où je ne me suis pas forcément toujours écoutée. C'est-à-dire? Je n'ai pas forcément pris le temps. Et d'ailleurs, on s'est séparés. Hein. Oui, tu le dis bien dans le livre. On s'est séparés parce que je ne me retrouvais plus, en fait, dans cette relation. Est-ce que c'était mon ego? Du coup, est-ce que je n'acceptais pas que... Un homme puisse te résister? Voilà, est-ce que c'était ça? Je me suis posé ces questions-là, en tout cas, après coup, mais je suis arrivée à la conclusion quand même que ça n'allait pas. Je ne me retrouvais pas plus dans cette relation. Et donc, on s'est séparés. Mais c'était les personnes qui nous connaissaient, qui se disaient, mais là, vous passez à côté de quelque chose. Vous allez tellement bien ensemble. Et moi, je me suis accrochée au fait que, oui, j'ai été amoureuse de cet homme-là. Donc, je peux retomber amoureuse. Je peux retomber amoureuse. Peut-être que là, avec, comme tu as dit, hein, il y a eu la maladie, il y a eu beaucoup de choses. Donc, j'ai mis ça sur le compte de beaucoup de choses aussi. Peut-être que ceci, peut-être que cela. Mais je sais en tout cas que à un moment donné, je me suis dit, si je me marie un jour, ce serait avec lui. Il y avait aussi la pression des médecins par rapport au fait d'avoir des enfants. Et c'est vrai qu'il y avait aussi ça, il y avait l'empressement aussi, parce que je voulais quand même avoir des enfants, de manière naturelle. Donc tout ça faisait que... Et après, je me suis dit, oui, bon, je suis l'aînée de 5 filles, qu'est-ce que ça ferait si... Tu donnes cet exemple-là. Voilà, si je donne cet exemple-là, donc je me suis mariée aussi, quitte à faire des enfants et tout ça, autant se marier aussi, du coup. Et il y avait tous ces paramètres qui faisaient que j'y allais. Est-ce que j'étais vraiment consciente de ce que j'étais en train de faire comme choix? Est-ce que j'étais vraiment toujours dans cette optique de c'est un mariage qui va réussir? Est-ce que j'étais toujours dans ça? Parce qu'il y a eu ce malaise que j'ai eu, je me suis jamais retrouvée, en fait. Par contre, je lui ai dit. Par contre, ça, je veux dire... L'avantage que j'ai avec lui, vraiment, c'est qu'on était vraiment dans cette ouverture aussi. Enfin, il sait tout ce que j'ai vécu, je lui ai dit. Et d'ailleurs, au tout début de notre mariage, il me disait tout le temps, « Ah, ça fait 1 mois qu'on est mariés. Ah, ça fait 2 mois qu'on est mariés. » C'est-à-dire que lui-même, il s'attendait à ce qu'à un moment donné, ça pète, parce qu'il me connaît tellement qu'il s'est dit, est-ce que tu es vraiment sûre de ta décision-là? Ah, ça fait 3 mois qu'on est mariés. Il disait toujours ça. Sauf qu'à un moment donné, ça roulait, donc on continuait à vivre et il se posait plus tellement de questions. Et c'est un moment où, pour lui, ça allait bien, où voilà, on est rentré dans une routine, hein, clairement. Et c'est au moment où il ne s'attend plus du tout, peut-être qu'il le craignait dans les premiers mois de notre mariage. Et c'est là que ça tombe comme ça, en fait, je ne suis pas bien, là, qu'est-ce qui se passe? Si c'est pas indiscret, c'est moi, je suis souvent un peu pec sec. Des fois, les membres, les gens qui suivent ce que je fais, on disent que j'y vais souvent trop loin. Mais bon, moi, je préfère prévenir. Mais ça ne doit libre de pas répondre à ma question. C'était à quel âge déjà que c'est arrivé, ça? Qu'est-ce qui est arrivé? Ça a pété entre vous deux? Ah, ça n'a pas pété. Hein. Non, mais quand vous êtes séparés, quoi, entre vous. Ah, quand il dit péter, vous êtes séparés? Oui, non, enfin, je comprends bien. Mais je veux dire, ça a pas pété tout de suite. Oui. C'est-à-dire que j'étais pas bien, mais je pense pas que ça se limitait juste au mariage, en fait. C'est-à-dire que j'étais pas bien dans ma vie tout court. Oui.
j'étais pas bien dans ma vie de couple, j'en ai parlé. J'en ai parlé et c'est à force de discuter, vraiment, à force de discuter, qu'on est arrivé à la conclusion qu'on allait se séparer. Mais c'est pas... En fait, c'était au contraire, il n'y avait pas de problème. C'était calme, c'était... Donc, toi, tu n'aimes pas la paix, quoi. Quand c'est bien, toi, tu n'aimes pas. C'est pas ça. C'est pas ça, c'est que il me manquait quelque chose. Il me manquait quelque chose. Mais c'est pour ça, c'est pas uniquement le côté mariage, en fait. C'est moi dans ton être. Voilà. Ouais. J'étais pas bien, je commençais à lui en parler. On est arrivé à la conclusion de se séparer, mais c'était pas forcément que j'aimais pas. Il y a beaucoup de choses que j'aimais, mais en quoi est-ce que la séparation t'a permis de trouver ce qui te manquait? Ça m'a permis de me recentrer. Ça m'a permis recentrer sur moi. Est-ce que c'est pas égoïste, ça? Sûrement. Ah, mais moi, j'assume complètement. D'accord. C'était complètement égoïste parce que le premier réflexe, c'est de dire, bah oui, il faut déjà penser aux enfants, etc. Peut-être pas qu'aux enfants. Penser tu vois où je vais en venir. Moi, je dis vraiment, des fois, je suis un peu cru, je sais, donc ne le prends pas personnellement. Moi, ça m'interpelle sur... Puisqu'aujourd'hui, désormais, comment tu coaches. Oui. Qu'est-ce que tu apprends à tes coachés? Sûr. Non, là, c'est une question. Oui. Puis je me pose la question, même quand je lisais, je me dis, OK, tu étais avec quelqu'un, tout se passait bien. Et à un moment donné, je t'ai dit quelque chose ne va pas bien chez moi. Je t'ai dit peut-être qu'il faut d'abord Bon, vous êtes entendu sur le fait qu'il fallait que vous vous sépariez, même si je pense que lui n'était pas d'accord à la base. Mais c'est qu'il a dû se résigner. Alors, moi non plus, je n'étais pas d'accord à la base. Moi, je n'ai jamais pensé. Je n'étais pas bien et je me suis ouverte par rapport à cet état-là, où je n'étais pas bien. Mais je ne dis pas que c'était le mariage. C'était pas ça le frein. Ce n'est pas parce que j'étais mariée, bien évidemment. Maintenant que je vis ce que je vis maintenant, moi, je conseille à personne de divorcer, hein, bien évidemment. Et encore... parfois, il y a des raisons. Dans mon cas, moi, il n'y avait pas forcément de raisons compréhensibles de divorcer. de divorcer. Peut-être pour les autres, c'était ça. Mais, donc, avec le recul que j'ai maintenant, avec l'expérience aussi que j'ai vécue entre-temps, bien évidemment que pour moi, ce n'est pas une solution. Ce n'est pas pour mieux te retrouver, il faut que tu divorces. Et je ne conseillerais jamais ça. Dans mon accompagnement, je ne dirais jamais ça. Bon, ma question, c'est pourquoi avoir divorcé, du coup? Pourquoi nous, dans notre situation, c'est parce que comme j'étais pas bien, on en a discuté, on s'est rendu compte que finalement, on pouvait même pas trouver parce que c'est toujours ça l'idée, c'est que on pourrait croire que j'ai changé. On pourrait croire mais alors on n'en a pas parlé, mais il y a toute la phase de maladie, etc., aussi, où quelque part finalement. Ça c'est avec beaucoup de recul que je peux sortir ça comme ça facilement, mais je pense que ça m'arrangeait bien de m'enfermer dans cette chose-là, en fait. C'est arrivé à une stade de ma vie où il me fallait un peu de calme. Il me fallait ça. Et comme lui, c'est quelqu'un qui est dans sa famille, il s'aime beaucoup, il a vraiment ça. Je me suis dit, moi, je ne connais pas forcément ça, mais lui, il sait, donc je l'ai suivi un petit peu. C'est ça que ça doit être. Donc, me lever le matin. Mais le déclic, c'était quoi? Ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, je me réveille et je me dis, mais c'est quoi cette vie? C'est comme dans les films où on se réveille dans la peau de quelqu'un d'autre. Mais vraiment ça? Je me lève et je me dis, mais c'est quoi cette vie? C'est un truc qui peut arriver à tout le monde, quoi. Je pense que ça peut arriver. Et c'est quand ça m'est arrivé, c'est là que je lui en parle. J'ai dit, mais... Et c'est là qu'il ne comprend plus. Parce qu'il s'est dit, ce serait arrivé dans les premiers mois de notre mariage. Bon, il aurait compris. Mais après avoir vécu une dizaine d'années ensemble, là, il comprend. Pourquoi maintenant? Pourquoi là? C'est pour ça que je dis, on pourrait croire que j'ai changé. Mais en fait, je me suis réveillée. Pour moi, j'ai mis ma vie entre parenthèses, vraiment, pendant 10 ans. Entre-temps, j'ai fait des enfants. Après, je suis quelqu'un d'action. Donc, c'est pas non plus je déprimais ou j'étais dans la dépression pendant 10 ans. C'était pas le cas. Mais quelque part, j'ai mis vraiment ma vie entre parenthèses. Et quand je m'étais réveillée, c'était après la toute dernière opération, en fait, parce qu'il y a eu une douzaine de chirurgies. Et après la toute dernière, c'est là que, voilà, je m'étais réveillée, puis j'ai dit, mais c'est quoi ça? Je ne me reconnaissais pas dans ça.
Je ne dis pas qu'il a fallu que je me sépare. C'était pas... D'ailleurs, à ce moment-là, je ne m'envisage même pas. Parce que dans comment on m'a éduquée aussi, on ne divorce pas. C'est pas une issue, en tout cas. Moi, c'est pas une possibilité. J'aimerais comprendre en quoi est-ce que le divorce t'aura permis d'aller mieux. C'est sur ça que je veux comprendre. Ça m'a permis d'aller mieux pour moi parce que j'avais déjà il y a des décisions qu'on doit prendre à deux. Comme moi, je me suis toujours vue entreprendre. Voilà, j'en ai parlé. Oui, mais en fait, en face, c'est pas forcément compréhensible. Tu as une très bonne situation, tu gagnes bien ta vie, mais pourquoi chercher l'insécurité? Pourquoi chercher... C'est quoi? Enfin, moi, j'ai vraiment ce goût de risque en plus, où je veux vivre, je veux quelque chose de... Je veux que ça bouge, je veux prendre des risques dans la vie, je veux des projets, voilà, je me mets toujours des objectifs, il faut que j'atteigne quelque chose. Mais comme j'ai dit, il y a eu un temps où j'avais besoin d'un peu de calme aussi. J'avais besoin de... Et pendant tout ce temps-là, je faisais les allers-retours à l'hôpital et tout ça, mais je continuais à travailler. J'avais une vie, j'avais même une vie sociale aussi, même si moi, je ne m'aimais pas trop, je m'enfermais complètement. Et en quoi est-ce que ça m'a aidé, moi, de mon parcours? Comme j'ai dit une fois de plus, mais je conseille ça à personne. Et n'ayez pas peur de venir voir parce que je ne vais pas dire il faut d'abord... C'est pas au contraire. Au contraire. Mais dans mon parcours à moi, là où ça m'a aidé, c'est que j'ai pu vivre des choses vraiment par moi-même. Je pense que pendant des années, il y a trop de choses refoulées en moi que ça avait besoin de sortir. Et quand j'étais vraiment face à moi-même, où je voyais les choses telles qu'elles sont, vraiment, la première chose que j'ai fait après mon divorce, c'est de créer mon entreprise. Déjà, ça bouillonnait tellement en moi depuis longtemps, et ça m'a permis de faire tout ça. Et après, je m'intéressais beaucoup au développement personnel aussi, parce que je me dis, mais il y a des choses, en fait, que je faisais naturellement. Et là, j'ai réussi à mettre des mots un peu sur ça. Ah, c'est ça, en fait, je reconnaissais un petit peu des choses. J'apprenais aussi de nouvelles choses. C'est-à-dire que je suis une vraie insatisfaite. Ok. Question. Imaginons une femme qui se retrouve plus ou moins dans la même situation que toi et qui vient te voir. Tu lui conseillerais de faire quoi? C'est-à-dire par rapport... Ils sont que, bon, elle se réveille. Elle se réveille, Voilà. elle se réveille. Et elle dit que, ouais, bon, elle sort pas bien, machin, elle pense au divorce, nanana. Tu lui conseilles quoi? Alors maintenant, je vais lui conseiller de chercher la racine, la source des choses. Bien évidemment, je ne vais pas conseiller de divorcer forcément parce que c'est pas la solution. Mais en même temps aussi, il faut vraiment qu'elle se retrouve, en fait. C'est important. Il y a des choses, en fait, qu'il aurait fallu. Après, c'est peut-être pas le cas, mais maintenant, en tout cas, je me rends vraiment compte de ça. Il y a des choses qu'il fallait vraiment travailler avant d'entrer dans le mariage. Des choses comme quoi? Les blessures du passé, tôt ou tard. Ça, on n'a pas toujours l'occasion de le faire, ça. On n'a pas toujours l'occasion de le faire, mais voilà. Un petit Tout le monde a des pour blessures ceux qui ne sont pas encore dans le mariage, très important. Très important. Parce que parfois, on pense que c'est le mariage qui va nous apporter ça. Est-ce que toi, tu l'as pensé? Dans le mariage, je vais guérir. Je pense, oui. Certainement que je l'ai pensé. Certainement que j'ai pensé que certaines choses, je voyais bien que ce n'était pas forcément carré et tout, mais je me dis oui. On attend du mariage mais on en attend trop. C'est qu'il y a du travail à faire déjà, avant même d'y entrer. Donc, si on a l'occasion de le faire encore avant, ce serait vraiment bien de le faire. Maintenant, si on est déjà dans le mariage, mais comme j'ai dit, ça c'est juste un aspect finalement. C'était pas je suis pas bien, donc il fallait que je divorce pour me retrouver. Nous, on est arrivé à cette conclusion, mais c'est notre parcours à nous. J'en parle parce que c'est ce que tu mets en avant dans le livre. C'est pour ça que j'en parle beaucoup plus. Je ne suis pas sûre de vraiment mettre en avant. Je reconnais juste aujourd'hui que dans mon parcours, il m'a été nécessaire ce temps-là de me retrouver seule, parce que c'est ce qui m'a permis d'être face à moi-même vraiment, à pousser jusqu'à ce que je cherche encore plus, et jusqu'à ce que je trouve finalement ce que je cherche. Et qu'est-ce que tu as trouvé? Jésus-Christ. Donc tu as me fait comprendre que parce que tu cherchais Jésus, finalement tu as divorcé? Non. Mais c'est là où Mais c'est pour ça que je refuse cette formulation. Oui. C'est bien pour ça que je dis, je constate juste dans mon parcours que ça m'était nécessaire pour moi, pour me retrouver. C'est pas forcément le cas
de tout le monde. Et c'est pas forcément... pour tout te dire, en fait, quand je dis que moi, j'envisageais même pas le divorce, c'est-à-dire que concrètement, ce que j'ai proposé au début, c'était qu'on se séparait. On se séparait. Séparation déjà. de corps. Oui, peut-être. Enfin, en tout cas, j'avais quand même ressenti ce besoin de me retrouver. Voilà, je ne peux pas l'exprimer autrement que me retrouver. À la base, je parlais de ça. Mais après, à un moment donné, voilà, c'est quelqu'un aussi qui est... soit séparation de corps, ou même j'avais envisagé à un moment donné, alors je sais que ça ne tient pas la route du tout, mais genre on restait peut-être là pour... Enfin, c'est-à-dire que j'avais du mal moi-même à accepter l'idée du divorce. Parce que je n'ai pas été éduquée comme ça. On ne divorce pas, peu importe, on ne divorce pas. Mais pour clarifier les choses, peut-être que lui-même aussi, de son côté, c'était peut-être aussi me pousser pour que je me rende bien compte de cette décision. Peut-être, je ne sais pas. Qu'est-ce qui s'est passé pour lui? C'est possible aussi qu'il me poussait dans ce sens. En tout cas, mais en tout cas, c'est quelqu'un de droit et quelqu'un qui est clair dans sa tête. Donc, bien évidemment, ce que je proposais là, il faut qu'on soit clair. On est marié ou on n'est pas marié, mais il n'y a pas de... Et c'est comme ça qu'on est arrivé à parler de divorce. Une fois de plus, c'est vraiment un des paramètres, ça. Mais c'était pas que j'étais pas bien dans mon mariage, j'étais pas bien dans ma vie, tout court. Tu sais ce que j'ai le plus apprécié dans ton ouvrage? C'est le fait... Bon, je ne sais pas si je vais apprécier... Bon, ce qui m'a marqué, c'est le fait qu'en te lisant, c'est que je me dise, mais en fait, on peut être avec quelqu'un, et du jour au lendemain, tout se passe bien pour nous, et du jour au lendemain, comme ça, elle te dit, je ne me sens pas bien. Mais ma question maintenant, c'est comment on se prémunit de ça? Je pense qu'il y a eu des signes avant-coureurs. Non, mais que je vais reposer la question. Comment moi, en tant qu'homme, oui. je me prémunis d'une situation comme celle-là, puisque moi j'ai le contrôle sur moi, mais pas sur ma fiancée ou ma femme. Comment en tant qu'homme, je peux me prémunir d'une potentielle conjointe qui pourrait me faire un coup comme celui-là? De bien choisir la conjointe. Mais comment je fais? Parce que jusqu'à preuve du contraire, tu t'es battu. Tu as démontré, tu lui as démontré que tu étais la femme qu'il lui fallait. Je pense que c'est la communication et c'est bien pour ça que je dis. Mais après, une fois qu'on est déjà dedans, c'est trop tard. Une fois de plus, ce que je vais dire, c'est ça se fait avant le mariage. Quand je parlais de guérir. Mais tu n'étais même pas consciente de tes blessures. Mais c'est ça. Mais justement, moi, je dis, moi aujourd'hui, je suis avec ma fiancée. Pour moi, tout va bien. On ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Donc, elle n'est même pas consciente. Elle n'est même pas consciente du fait qu'elle n'est pas consciente du fait qu'elle a des blessures. Donc, tout se passe bien. Oui. Maintenant, ma question, c'est moi. Oui. Comment est-ce que j'appelle moi? Ça peut être un homme lambda, ça peut être une femme lambda. Comment est-ce qu'on se prémunit de ça? Là, je ne pourrais pas te répondre. On ne peut pas, je pense. Enfin, je veux dire, ce qu'elle ressent, ça reste ce qu'elle va ressentir. Si du jour au lendemain, elle vient te voir en te disant, parce que c'est un peu ce qui s'est passé pour moi, en fait, je ne me sens pas bien. Après, nous, on est arrivé à cette conclusion-là parce qu'on a mis 1 an et demi à discuter avant. C'était pas non plus, je ne me sens pas bien, demain on va se quitter. C'était pas ça. Je veux dire, pour nous, ça a été cette conclusion-là parce que c'était nous deux. Parce que c'était nous deux. Un autre couple n'aurait peut-être pas choisi ça. Aurait peut-être choisi une autre solution. Peut-être ça aurait été autre chose. Mais alors, comment se préparer à ça? Comment? Non, on ne peut pas. Seulement, c'est dans la communication, après, c'est dans la discussion. Qu'est-ce qu'on voudrait, au final? D'accord. OK. Et donc, aujourd'hui, après tout cela, tu as eu ta rencontre avec le développement personnel. Mais surtout, tu t'es rendu compte que le développement personnel avait des limites. C'est là que maintenant, il y a eu la rencontre avec... là que tu as donné ta vie à Jésus. C'est bien ça? Oui. C'est bien ça, OK. Et après cela, il y a eu une notion, tu t'es lancé en business, Camelova et tout. Aujourd'hui, tu fais quoi? Bon, au terme, après tout cela, aujourd'hui, où est-ce que tu en es? Le bilan aujourd'hui, c'est quoi? Alors, tu parles de bilan par rapport à ta vie, du côté professionnel, ouais. Ah, côté professionnel, voilà, oui. C'est ça. Alors, donc moi, j'ai fait des études dans l'informatique. J'ai été consultante informatique pendant plusieurs années. Le fait d'avoir commencé Camelova, donc Camelova, c'était l'entreprise de conception et d'organisation de surprises. Je vais mettre
m'embêtais tellement à faire ça. Ça, c'était donc une des premières choses que j'ai fait après le divorce. Comme j'ai dit, j'ai toujours senti que j'étais faite pour entreprendre. Oui, pour vous lancer des projets. J'ai ça Mm. en moi, vraiment. Et donc, ça m'a permis de me lancer dedans. Et puis, j'avais vraiment tout mon temps pour développer cette activité. Et c'est pendant ce parcours que j'ai rencontré Jésus. Mhm. Et c'est là où, du coup, je me suis posé la question, ok, je cherchais quelque chose. Je ne savais pas trop qu'est-ce que je cherchais, mais je savais qu'il me manquait quelque chose dans ma vie, tout simplement. Et maintenant que j'ai ça, et c'est aussi pour ça que je dis, finalement, il a toujours été là, mais c'est moi qui n'étais pas forcément réceptive. Et tout ça, mais maintenant, du coup, je fais quoi? C'est aussi pour ça que l'histoire de divorce, et tout ça, bien évidemment que je rencontré Jésus avant, je n'aurais peut-être pas fait ce choix-là, clairement. Je ne suis pas pour le... je veux dire, il n'y a pas à être pour ou contre d'ailleurs, mais je veux dire, par rapport à cette même situation, ce n'est pas forcément la solution que j'aurais fait si je rencontrais Jésus avant. Maintenant, il s'est passé ce qui s'est passé. Et je suis très, très fière de mon parcours. Et c'est bien que ce soit passé comme ça aussi, parce qu'il y a des choses qui sont faites parce que c'est comme ça. Je veux dire, je n'ai aucun regret par rapport à ça. Mais en tout cas, là, je me suis posé la question, du coup, je fais quoi? Il y a eu entre-temps aussi le confinement et tout ça, l'entreprise, vu que j'étais dans l'événementiel, je m'en sortais pas et tout. Et c'était pendant ce temps-là où je rencontrais Jésus et j'ai juste pris cette décision de vraiment m'en remettre à lui. Donc, il y a deux aspects, en fait, dans le fait de vraiment recevoir Jésus. Là, je ne parle pas d'aller à l'église, de tradition, de tout ce que je connaissais, moi, petite. Là, je parle vraiment de rencontre, comme j'ai dit. Une fois que j'ai compris ça, le sens du sacrifice qu'il a fait, et je me dis, OK, et il y a deux aspects. Il y a le côté sauveur. Et c'est là où, oui, on pourrait croire, oui, on vient quelqu'un qui vient nous sauver, mais c'est ce qui s'est passé. Il y a le côté sauveur, mais il y a aussi le côté Seigneur. J'ai accepté Jésus comme sauveur et Seigneur de ma vie. Et qui dit Seigneur, c'est-à-dire que, en fait, il y a quelqu'un qui te dit, voilà, c'est ton Seigneur. Désormais, c'est lui, mon Seigneur. Et les résultats aujourd'hui, qu'est-ce que ça a donné dans ta vie? Ça a eu quoi comme impact dans ta vie? Comme impact dans ma vie, c'est que, déjà, le livre, il ne serait pas sorti. J'avais toujours eu envie de... Je pense que c'était quelque part en moi aussi. Voilà, un jour, je vais écrire un livre, un jour, mais c'est resté à un jour. Que là, maintenant, je l'ai vraiment fait. Je l'ai écrit en 2 mois et demi. Je pourrais écrire un livre juste pour raconter l'écriture du livre. Enfin, tout ce qui s'est passé pendant l'écriture. Je pourrais écrire tout un livre sur le témoignage de tout ce qui s'est passé. Quand j'ai compris que... comment Dieu veut m'utiliser maintenant. Et je ne parle pas de quelqu'un qui a toujours vécu comme ça, qui a été chrétien depuis sa naissance. Là, je parle vraiment de quelqu'un qui ne voulait rien entendre. Non, mais il faut voir, il ne fallait pas m'approcher avec des versets bibliques. C'est pour ça que je comprends tellement. C'est pour ça que quand tu me parles de quelqu'un qui n'est pas encore en Christ, qui vient me voir, mais qu'est-ce que je comprends? Tu viens avec les versets. Non, mais je ne te vois pas balader, mais il faut... Je disais clairement, personne ne viendra te sauver. Tu ne fais rien, il ne se passera rien dans ta vie. Personne ne viendra te sauver comme par miracle. C'est vraiment le discours est-ce que c'est pas vrai? que je tenais. Non, parce que maintenant, je sais que Jésus-Christ est venu nous sauver. Donc, ceux qui galèrent là, Jésus n'est pas encore allé les sauver? Si, après, tu vois, c'est pas parce que l'acte a été fait. Après, à toi de recevoir ou pas, à toi de croire ou pas. C'est pas parce qu'il y a l'électricité dans cette pièce que ton téléphone il va se charger automatiquement. Tu fais encore cette action de brancher ton téléphone. Les autres ne sont pas encore branchés. C'est ça le fait d'accepter Jésus. Et ceux qui ont accepté mais qui n'ont pas l'électricité, parce que c'est pas parce qu'il y a l'électricité que tu branches forcément tu l'auras. Par contre, si tu branches, si tu fais cette action de brancher, tu vois, non mais franchement... Il peut avoir un problème de connexion. Mais c'est vrai. Normalement, si il y a l'électricité et que tu branches avec le bon câble qui fonctionne bien, non, t'as l'excès. Mais c'est ça, parce que justement, tout le monde dit ça. Mais si il a déjà sauvé, alors pourquoi? Sauf que ce n'est pas automatique. Et c'est en ça où c'est vraiment très bien, parce que c'est un Dieu qui nous laisse libres. Malgré tout, oui, il a envoyé son Fils
pour nous sauver. C'est ce qu'il a de plus cher, mais je ne sais pas si on se rend compte de la valeur quand même de ce sacrifice-là qui a été fait, la valeur de ce sang qui a été... C'est-à-dire que même toi aussi, tu vaux le sang de Jésus-Christ. Tout le monde. Voilà. Et ça, il te laisse quand même libre de faire ce choix, d'accepter ou pas. C'est pas parce qu'il a sauvé qu'automatiquement, mais à toi encore d'accepter et de croire. D'accord. Super, mais j'aimerais bien, parce qu'on tend vers la fin, j'aimerais bien que tu t'exprimes sur le dernier point. C'est, au-delà de tout ça, aujourd'hui, dans tes coachings, qu'est-ce que tu apprends concrètement aux gens? Je pense que j'aimerais bien savoir aussi. Tu les coaches, concrètement, ça donne quoi? Tu les coaches à faire quoi? Alors moi, j'ai développé un parcours que j'appelle parcours rare. C'est rêver, agir et réussir. D'accord. Donc rare pour R-A-R. J'en suis arrivée là parce que moi-même, comme j'ai dit, j'ai fait énormément de formations en développement personnel. J'ai lu énormément de livres. J'ai fait vraiment tout un parcours là-dessus. Bon, moi après, ce qui est bien, c'est que ça aboutit à quelque chose. Je sais que c'est pas toujours le choix de tout le monde. Il y en a aussi qui ne savent pas, qui ne connaissent pas. J'étais longtemps tiraillée entre ça, justement. Est-ce que je vais, dans mon coaching, est-ce que je parle de Dieu ou pas? Bon, je pense que de toute manière, c'est en moi maintenant, c'est impossible pour moi de ne pas en parler. Ça, c'est ma vie. Maintenant, je n'oblige pas, je ne dis pas que il faut absolument faire ça. C'est pour ça, tu vois, c'est pour ça que j'ai du mal à formuler ma réponse quand tu dis la meilleure réponse que je peux donner, parce que c'est ma conviction, mais c'est ma conviction personnelle. Maintenant, je comprends que c'est pas toujours le choix de tout le monde. Après, bon, c'est plus si affinité. Il y en a qui me demandent, qui ne croient pas du tout en Dieu, mais qui sont intéressés quand même. Mais toi, tu vis ça. Et là, j'en parle. On m'ouvre la porte. Là, j'en parle. Dans le coaching même, en fait, donc avec ce parcours-là, je l'ai fait. Je me suis dit, c'est quoi les étapes finalement, avec tout ce qui a fonctionné pour moi, mais aussi en observant ce qui se passe. Donc justement, prenons le cas de la personne qui est là, qui est en perte qui ne trouve pas de sens à sa vie, où c'est très monotone, c'est très... voilà, le parcours rare est fait vraiment pour ça, pour déjà se reconnecter à soi. Il y a toute la partie rêver où on va se reconnecter à soi, on va se libérer aussi des peurs, des croyances limitantes, de tout ce qui nous retient encore en fait. Après, on va s'ouvrir. On va s'ouvrir au monde, on va s'autoriser à rêver plus grand, parce que des fois, c'est vraiment une histoire d'autorisation. Oui. Après, dans la brique agir, c'est là où, en fait, on va passer à l'action, cette fois-ci. Là, on va apprendre à se discipliner, on va voir ce qui fonctionne pour nous, les routines. Après, on entend beaucoup de choses, il y a des choses, mais à voir maintenant ce qui fonctionne pour nous. Okay, oui, pour nous, dans notre, avec notre contexte, avec, voilà, je suis mère de famille, j'ai plein d'enfants, enfin, j'ai plusieurs enfants, et j'ai beaucoup de responsabilités par rapport à tout ça. Qu'est-ce qui fonctionne pour moi? Et après cette phase d'agir, là, on va réussir. Et là, on va chercher plus loin encore, plus profondément encore cette puissance qu'on a en nous, qu'on n'assume pas toujours forcément. On a des choses, et parce que aussi la première phase, ça peut réveiller des rêves, vraiment. Et là, on va aller chercher ça, parce qu'on a tellement de capacités, on a tellement de choses à accomplir. Il y a des choses à faire, mais on s'auto-censure parfois. Ah oui, mais non, mais là, c'est trop grand. Mais nous, on ne va pas avoir peur de cette grandeur-là. On va aller la chercher, on va l'embrasser, on va l'assumer. Et donc, j'accompagne les femmes. C'est cette phase-là, c'est vraiment ma phase préférée, parce que disons que là, on travaille un petit peu, on remet à zéro. On essaie de trouver, du coup, maintenant, ce qui va bien. On essaie de trouver on cherche d'abord l'authenticité. Après, on cherche l'alignement dans tout ça. Et après, là, on va chercher le rayonnement. Là, c'est vraiment l'épanouissement. C'est puissant, c'est puissant. En tout cas, moi, je recommande vivement le livre de Lova, La petite fille rêveuse, parce que beaucoup de gens ont arrêté de rêver. Je pense que c'est lorsqu'on a tout perdu qu'on doit le plus rêver. Parce que un grand penseur disait que on n'accomplit jamais au-delà de son rêve. Et un autre a complété en disant que ayez des rêves suffisamment grands afin de ne jamais les perdre de vue. Et je pense que quand on te lit et qu'on voit d'où tu es parti, et qu'aujourd'hui tu as pu faire venir tes parents en France, tu as pu faire venir l'une de tes sœurs aussi. Bien les deux. Les sœurs. Il n'y en a qu'une qui n'est pas venue, mais sinon toutes mes sœurs. Voilà. Franchement, c'est admirable. C'est admirable, donc bravo.
Bravo. Donc, on arrive pratiquement au terme de notre échange. Ta caméra, elle est là. S'il y a un message que j'aimerais qu'on retienne, ça serait lequel? Oui, alors moi j'ai écrit ce livre surtout pour réveiller parce qu'il y a tellement de rêves qui dorment en fait. Et aussi dire que bah, tout est possible. Quand on y croit déjà, nous-mêmes. Mais parfois, comme j'ai dit, voilà, on s'autocensure en fait. Moi, il y a 3 grandes leçons enfin, il y a beaucoup de leçons dans ma vie. Enfin, il y a plusieurs leçons aussi qu'on pourrait en tirer, mais vraiment, si je devais citer les top 3, pour moi, la première, c'est que ton présent aujourd'hui ne définit pas ton futur. C'est pas parce que, ce qu'on disait au tout début, c'est pas parce que tu es dans la pauvreté aujourd'hui, c'est pas parce que ta circonstance d'aujourd'hui, en fait, ne définit pas, c'est pas parce que tu vis ça que automatiquement, ça sera forcément ça, la suite. Ça, c'est pas vrai. La deuxième leçon, vraiment, qui a été assez puissante pour moi, c'est que tout commence par une décision. C'est, quand tu me demandais tout à l'heure, c'était quoi le point de départ? Pour moi, c'est le déclic, c'est la prise de décision. À partir du moment où je prends la décision, je ne sais pas encore forcément le comment à ce moment-là. Parce que des fois, on attend la décision après avoir eu le plan déjà bien fait dans notre tête. Mais ce n'est pas le cas, en fait. C'est-à-dire juste, on prend d'abord la décision, on verra après le comment. Mais voilà, tout commence par une prise de décision et le passage à l'action suit après. Bon, une fois qu'on a décidé, on commence à passer à l'action et après, les choses viennent. Et troisième leçon, pour moi, c'est que... Pas grave. Oui, alors... Ah oui, voilà. Troisième leçon pour moi, c'est qu'il n'y a pas de rêve trop grand. Si on peut le rêver, c'est que c'est possible. Il n'y a pas de rêve trop grand. Ce qu'il faut, c'est travailler sur ce qui nous empêche, les peurs, les croyances qui nous limitent. Mais il n'y a pas de rêve trop grand. Donc voilà, je vous invite vraiment à vous réconcilier avec vos rêves, à rêver grand et à mettre en place les choses pour y arriver, pour concrétiser. Parce que chaque rêve mérite si déjà, alors, comme je suis chrétienne une fois de plus, je vais parler de Dieu, mais si Dieu a mis sur notre cœur ce rêve-là, c'est pour qu'on le réalise. C'est pas juste pour rêver. C'est vraiment pour qu'on le réalise et que c'est possible à faire. Et donc voilà, faites vraiment la paix avec les rêves. Les rêves, c'est pas juste des rêves. On vous prend peut-être pour des rêveurs, mais oui, il y a une raison à ça. Et vraiment rêver grand. Rêver grand. Nous pouvons pas... Là, maintenant, pourquoi est-ce qu'on peut aller à Disneyland, emmener nos enfants à Disneyland? Parce qu'il y avait un rêveur. Il y avait un rêveur qui a cru en son rêve et qui a réalisé son rêve. Et c'est pour ça qu'on peut emmener les enfants à Disneyland. Merci beaucoup, Lova. Bref, vous aurez compris. Rêver, c'est gratuit. Rêver grand, c'est gratuit. Et rêver de telle enseigne que les rêves vous empêchent de dormir la nuit. Parce que si tes rêves ne te font pas peur, c'est qu'ils ne sont pas assez grands. Cela étant dit, c'était Valère Bélias et Lova. Et au-delà de ça, le livre de Lova, Une petite fille rêveuse, tu le retrouves aussi dans le premier commentaire de cette vidéo. Parce que rappelle-toi, plus tu sais, plus tu es, plus tu es, plus tu as. On est ensemble comme en décembre et on se ressemble. Minakano. Plume d'élite, le programme des éditions Argent Livre qui transforme votre rêve en réalité. En 28 jours, nous vous accompagnons pour écrire votre livre, puis nous assurons l'édition et la communication. Rejoignez-nous et partagez votre histoire avec le monde. Rendez-vous sur argentlivre.com.